Nous sommes de retour. Je suis vraiment content. Je suis vraiment fier. Il est 7h09. C'est à cette heure-là que j'avais hâte que l'émission arrive. J'avais hâte de vous le présenter. J'avais hâte de le retrouver. Vous le savez, il est socialiste, il est auteur, il est juriste, il est professeur, il est une référence, il est un grand voyageur. Mais surtout, c'est mon ami. Ça, c'est important. Maître Frédéric Bérard, comment vas-tu, mon Fred? Eh, boboy, je m'étais ennuyé, mon ami. Oh là là. Oh là là. J'avais hâte que les vacances finissent. Mais t'es bien gentil. Hey, d'ailleurs, parlant de vacances, là, oui. Je comprends que l'actualité prend pas souvent de vacances, là, mais on va avoir pas mal de choses à traiter ensemble au cours des prochaines semaines puis des prochains mois. Mais toi, en matière de vacances, t'as pris des vacances pas normales. Ah, c'était le fun, mon vieux, là. C'est lourd, c'est beaucoup de, comment je te dirais, c'est beaucoup de réflexion, d'introspection aussi, hein, parce que ça sert à ça, ces voyages-là, ça sert à se regarder face au reste. On sait que tu es un grand humaniste, là, puis quand on s'est quitté au mois de juin, tu m'as raconté que tu quittais puis tu partais là, en périple du côté de l'Afrique du Sud, notamment le Rwanda. Je me rappelle aussi, tu m'as parlé de l'Éthiopie, puis j'ai vu tes photos passer sur Facebook. Raconte-moi ce voyage de malade. Écoute, c'était fou, là. L'Afrique du Sud, premièrement, là, j'invite tout le monde, là, ceux qui ont le privilège de pouvoir voyager un peu, là. Cape Town, je te dis, là, c'est peut-être la plus belle ville que j'ai vue dans le monde. À ce point-là? Ah, écoute, j'ai visité plus d'une cinquantaine de pays, je te dirais, donc à peu près toutes les capitales, j'imagine. Mm. Mais celle-là, là, cette ville-là, écoute, je ne sais pas comment expliquer. Il faut y aller. C'est fascinant. Tu me dis demain matin, choisis une ville pour vivre, là, ça ne pourra plus être au Québec, ça va être là. Je te garantis ça. Ah, à ce point-là. Je te jure. Écoute, il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Et eux, là, en Afrique du Sud, ils l'ont eu sa gueule solide, là. Tu sais, l'histoire de l'apartheid, là, c'était pas drôle, là. Tu sais, moi, quand je vais là, souvent, c'est pour jaser avec un puis avec l'autre. Tu sais, il y a des gens qui me disaient, moi, là, j'avais pas le droit d'être dans la même... Je travaillais dans la même, je sais pas, même shop que X. Je pouvais pas être même à côté d'un Blanc. Je pouvais pas prendre les mêmes salles de bain qu'un Blanc. Je pouvais pas être assis dans la même cafétéria qu'un Blanc. Je pouvais pas, tu vois, genre, je pouvais pas passer dans le corridor proche d'un Blanc. Et puis ça, c'était des lois, là. Imagines-tu? J'étais allé visiter la prison de Nelson Mandela sur une petite île, là. C'est pas l'île Sainte-Hélène, là, tu l'imagines bien, là. Ouais. On les avait mis là pour se dire, ben, s'il y en a qui essaient de se sauver, on va se faire manger par les requins, ça va prendre 3 secondes. Mandela a vécu 18 ans là-dedans. Il a été emprisonné 27 ans, puis il a vécu là 18 ans. Écoute, je ne sais pas si c'est gros comme mon garde-robe. Je suis pas sûr. Et puis, on a jasé avec un des gars qui était avec lui à ce moment-là. Et quand ce gars-là a fini par sortir de prison, il y avait un contexte, évidemment, là. Écoute, on a aboli, évidemment, l'apartheid. Et aujourd'hui, là, tu vois des Blancs et des Noirs qui marchent ensemble sur la rue, qui se datent, qui mangent ensemble au restaurant. Écoute, c'est d'un magnifique, absolument total. L'Afrique du Sud, je vous le dis, que j'ai fait un safari là-bas. Tu sais que j'aime les animaux. Ben ouais, mais là, il a aimé les animaux, puis il dit, écoute, images que écoute, ça se peut pas, là. C'est invraisemblable. C'est plus juste, là, aimer les animaux, là. Écoute, puis là, évidemment, là, on n'est pas dans une pourvoirie, là, tu comprends? Là, on est dans la savane. C'est magique, là. Des hippopotames, des girafes, des éléphants, mais pas à 8 km de toi. Mais c'est lequel l'animal qui t'a le plus impressionné, là? Écoute, un rhinocéros, là, ouais. Ça a un peu notre shape à toi puis moi, essentiellement. Tu comprends-tu? Mais avec la corne en plus! Avec la corne en plus. Puis pauvres bêtes, écoute, ils se font assassiner. Hein? Sont obligés de les protéger. Ils ont des protecteurs, des policiers pratiquement dédiés juste à eux. On va pas pratiquement dédiés juste à eux. Fait que quand tu finis par en voir un, là, tu fais « wow, écoute, c'est quelque chose ». Pourquoi il faut qu'ils les protègent? Parce qu'il y a du monde qui vont les tuer? Il y a des braconniers? Oui, parce qu'il y a des beaux tarlacs qui les tuent.
pour pouvoir revendre la corne. Juste la corne? Juste la corne. Alors, ils ont décidé on va peinturer la corne en noir. Comme ça, la corne n'aura plus de valeur sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos beaux braconniers? Ils ont continué de les tuer puis ils les laissent là. C'est pas assez beau, ça? Voyons donc. Le dernier rhinocéros blanc qu'on appelle est décédé il y a de ça peut-être un mois et demi. En tout cas, bref. Le rhinocéros, c'est quelque chose, mais un petit passage pour monsieur le lion, là. On va dire une affaire. Tu débarques là, moi, j'avais un guide, là. Tu débarques pas dans la savane comme tu débarques au domaine des 7 chutes, là. T'as compris ça? Non, je comprends ça. Et à 6 heures le soir, à peu près, il commence à faire noir, puis il dit, OK, ça va, on l'a. Il y a 3 lions. 3 lions à 15 pieds de moi. Non. Peut-être 20 pieds. Non. Je te jure. Puis les 3, ils dorment. Ils viennent de se bourrer à face. Écoute, ils ont un buffet, je sais pas lequel. Là, le lion, celui qui a la tête pleine de fourrure autour de la tête, ça, c'est le mâle. Oui, monsieur. T'en as 3 comme ça. T'as 2 mâles, une femelle. Puis apparemment qu'il y a une femelle un petit peu plus loin. Elle, je l'ai pas vue parce qu'il fait noir puis il monte avec le spotlight. Mais il paraît que c'est la femelle qui est la mauvaise. Ah ben, la femelle est mauvaise, puis le bonhomme, lui, c'est un gros bougon, OK? Parce qu'il fait chaud, là, dans sa vanne. Oui. Fait qu'il laisse la femelle chasser. Puis à un moment donné, il dit, bon, ben, je vais en prendre moi aussi un petit morceau. On va aller prendre son steak. Et voilà, essentiellement. Puis là, madame se fâche, la chicane pogne. Mais je te le dis, il était à 15, 20 pieds de moi. Oh. Là, j'ai demandé au guide, au fixeur, j'ai dit, mettons qu'il a faim pour un dessert ou quelque chose, on proche un peu. C'est pas, je pense que c'est un peu dodu. Je sais pas, bref, pas spécialiste dans le domaine culinaire lyonnesque, mais je trouvais qu'on aurait été un lunch facile. T'aurais été plus appétissant que d'autres personnes autour de toi, mettons. Ouais, ben, évidemment, tout est une question de goût, mais l'affaire qui est sûre, c'est que pour me sauver, ça aurait été plus compliqué. Mais bon, fait que oui, le lion à égalité avec le rhinocéros, je te dirais. Wow. Incroyable. Mais quand tu me dis, au début de l'entretien, tu me dis, je suis revenu un peu assommé. Qu'est-ce que tu veux dire, Fred, assommé? Ben, l'Afrique du Sud, c'était magique, hein, parce qu'ils ont réglé leurs problèmes et tout. Ah, écoute, il y en a encore. Là, il y a de l'histoire derrière tout ça. Là. Il y a vraiment beaucoup d'espoir. Moi, là, t'es soufflé, là. Écoute, je te dis, là, tu visites le musée X, musée Y, tu sais, Nelson Mandela, là, il te les a propulsés, là, dans l'atmosphère de l'harmonie humaine. Là. T'as pas vu ça bien des fois dans ta vie. Là. Je te dis, c'est vraiment quelque chose. Mais tout de suite après, j'étais allé au Rwanda. Et là, c'est autre chose. Parce que tu sais que c'est cette année qu'on fête, façon de parler, entre gros guillemets, le 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Quand on fête, c'est pas évidemment une célébration, mais ils sont très, très introspectifs. Ils ont mis des musées partout, même dans les petites villes, les petits villages. Ils veulent rappeler cette partie de l'histoire, mais c'est d'une souffrance, mon ami, là. Écoute, t'as beau être clairement, tant qu'à moi, un des meilleurs animateurs, intervieweurs au Québec et de loin, mais des fois, je pensais à toi, je dis, OK, mettons Langevin, là, ben bon, poser des questions, mais comment tu poses la question? Puis, comment ça va, le 30e? Vous rappelez-vous encore du génocide? Comment on passe par-dessus? Écoute, j'allais chercher la question. Il n'y a pas de manière de poser ça, hein? Je pense pas. Pour un petit rappel, peut-être pour qui c'est flou, il y a eu 1 million de morts, Michel, j'en parle, je trouve ça difficile, là. 1 million de morts en 3 mois. 3 mois. Et ces morts-là, les enfants, n'importe qui, ont été tués en très grande partie, pas par l'armée, là, par ton voisin à côté. C'est ça qui s'est passé. Les voisins, Hutus, ont reçu l'ordre, directive, ou étaient encouragés à aller massacrer la famille Tutsi à côté, à coups de machette. J'ai visité des endroits, Michel, j'ai vu les machettes, j'ai vu des crânes, j'ai vu tout ce que tu veux, parce qu'ils ont conservé ça. C'était épouvantable. À 5 heures, la journée finissait. C'était vraiment spécial, pour pas dire complètement débile. Puis il disait, bon, ben, on va revenir demain, puis pour être sûr que tu te sauves pas, il coupe les tendons du gars en question. Mais voyons donc. Moi, je te dis. Puis des enfants, puis et l'armée française
a été en tout cas, responsable, on va le dire franchement. L'armée belge, un peu aussi, parce qu'avec toute la colonisation belge, ils ont monté les Tutsis contre les Hutus contre les Tutsis, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ça pète. Les Français allaient chercher les Tutsis, pas les Français, mais l'armée française, dans ce qu'on appelle l'opération turquoise, allaient chercher les Tutsis dans les montagnes, ils disaient, venez-vous-en, tout est beau, tout est beau. Les Tutsis sortaient puis ils se faisaient massacrer par les Hutus. J'ai vu un endroit où, écoute bien ça, là, il y a eu un massacre de Tutsis. Pensez, là, 1 million en 3 mois, là, ça commence à faire du bon. Là. Le Rwanda, là, c'est un petit pays de 8 millions d'habitants. Là, c'est gros comme ma main. Là. C'est magnifique par ailleurs. Ils appellent ça le pays des 1000 collines, c'est pas pour rien. Ben, il y a un endroit où ils ont assassiné X nombre d'enfants Tutsis. Les soldats français ont mis une couche de béton par-dessus pour que des enfants Hutus puissent jouer au basketball. T'imagines-tu? Puis où j'étais, c'était à l'Hôtel des 1000 collines. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir. C'est le film qui s'appelle Hôtel Rwanda. Ben, c'est là que ça se passe. Ils ont caché 1200 Tutsis dans l'hôtel où j'étais. C'est un hôtel plutôt vieux qui m'a coûté une fortune parce qu'ils jouent là-dessus, j'imagine. Puis je me disais, tu sais, dans ma chambre, là, qui n'était pas très grande, il y a dû y avoir, selon mes calculs, entre 12 puis 20 Tutsis qui ont été cachés là pendant X mois parce qu'il y avait des Hutus en bas avec des machettes. Et là, tu parles à un, tu parles à l'autre, parce que c'était ça ma job. Notamment, j'avais un fixeur qui s'appelle Alphonse, qui a un certain âge, peut-être, je sais pas, le fin soixantaine. Et là, on va manger parce que il me promène un peu partout dans le pays. Je suis allé voir une université qui avait été créée par le père Georges Lévesque, qui est l'oncle de Denis Lévesque, à Boutaré, dans le sud. Puis là, on mange après. Puis je dis, comment on se sent 30 ans après un génocide comme celui-là, Alphonse? Puis il dit, écoute, c'est écroulé d'un coup. Et j'allais à la caméra, là. Puis là, j'y ai pensé, j'ai dit, ce gars-là a participé pour avoir probablement lui aussi comme tout le monde. Parce que les Hutus qui assassinaient pas les Tutsis étaient vus comme des traîtres ou autres, puis eux-mêmes se faisaient assassiner par les forces de l'ordre. Ça n'a pas de bon sens. Quelle histoire d'horreur. Hein? Je te dis, c'est épouvantable. J'ai eu la chance de passer 1h15 au bureau du premier ministre rwandais avec sa ministre la plus importante, Inès Mumbara, je te dirais, parce qu'elle est en charge de tout le cabinet. Et il y a toutes sortes d'histoires là, qui se passent. Aujourd'hui, le Rwanda va piler les recherches du Congo. Il y a un rapport de l'ONU qui est sorti exactement quand j'étais là. Puis j'ai réussi à rentrer là. Écoute, j'ai vraiment été chanceux. Là. C'est une affaire de fou. Là. J'ai perdu ma carte de crédit dans un restaurant. Je croise cette dame-là. J'apprends qu'elle est ministre. Évidemment, elle ne veut rien savoir. Là, j'ai envoyé des messages sur Twitter, courriel. J'ai tout essayé. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Puis finalement, elle finit par s'écœurer. Elle dit OK, venez me voir demain au bureau du premier ministre, 11h30. Et là, je l'ai devant moi. Puis j'avais des chums qui connaissent pas mal mieux l'Afrique que moi, notamment moi, là, qui m'ont dit fais attention, tout est tapé en dessous de la table. Là. Tous les ministres ont des bureaux enregistrés parce que c'est plus une dictature qu'une démocratie. Fait que là, m'a dit une affaire, là, la question là, que tu poses, tu y penses plus que 2 secondes parce que tu peux finir en dedans. Ouais. Bref, j'ai eu l'enregistrement 1h15, super bien passé, 2 becs avant de partir. Merci. Je n'étais pas encore arrivé ici que je recevais un message. Merci de ne pas utiliser le matériel de l'entrevue, c'est important. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? D'après toi. Fait que voilà, le Rwanda, mon vieux, tu sors de là, puis tu demandes à un, tu dis, toi, est-ce que t'es Hutu ou Tutsi, Nicolas? Je suis Rwandais. Nous sommes tous Rwandais, maintenant. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Tant mieux si c'est ça pour le vrai, hein? Il y a tellement eu, écoute, je te dis, Michel, tu sais, ils en ont traduit peut-être 70, 72 devant le tribunal pénal international. Mais là, c'est parce que, tu sais, les responsables, oui, il y en a une couple, là, les 70 dont je te parle, mais il y a aussi, tu sais, le voisin Langevin avec le voisin Bérard, puis là, tu peux pas tous les envoyer dans le tribunal, ça leur aurait pris 1000 ans. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est de la justice communautaire. Écoute, bien ça, c'est une vieille pratique ancestrale. Ils font sortir tout le village. Tu sais, mettons, t'es à Gatineau, là. Gatineau, c'est peut-être gros un peu, mais disons un village à côté. Ils font sortir tout le monde lundi, 3 heures. Tout le monde est sur la montagne. Tout le monde est assis. Il y a une espèce de table. Il y a 3 gars, 3 filles qui sont assises parce que les femmes ont une place très importante au Rwanda, notamment sur la pratique du pouvoir. Et là, ils disent, bon, on vous écoute. Fait qu'il y a une dame qui s'en va en avant. Elle dit, j'ai entendu dire
que Tremblay a tué mes 2 fils. Je veux savoir où sont mes 2 fils. Puis Tremblay, qui est dans la salle, parce qu'il était sa montagne, il n'a pas le choix d'y aller, il se lève, tu as 2 choix. Soit tu dis la vérité, ou on t'envoie en prison. Ben, ils ont fait ça jusqu'en 2013. Tabarouette. Parce que pour refermer la blessure, pour faire le deuil. Oui, Madame, c'est moi qui ai tué vos 2 fils. Mais là, Tremblay, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils l'enferment-tu quand même? Ou bien ils disent, à cette heure que tu l'as admis, tu peux vivre? Pas en tout. Il y a des travaux communautaires dans certains cas, là, mais puis il est obligé de dire, votre fils aîné, madame, là, je l'ai enterré là. Puis votre autre fils, je l'ai enterré en dessous de telle affaire. T'imagines-tu? Et là, aujourd'hui, les toutous et les toutis vivent encore un à côté de l'autre, là. Mais c'est fantastique de voir ça, là. Le pardon qui s'est... Écoute, il y en a qui pardonnent pour bien moins que ça, là. Le pardon qui s'est créé, le deuil national qui s'est fait autour de ça, c'est... Écoute, tu vois ça, là, puis tu fais comme... Parce que je suis convaincu que ceux qui ont tué, ils n'auraient peut-être pas tué, mais ils sentaient aussi une pression sociale de le faire. Tu comprends? 100%. Parce que, comme je t'ai dit, il y a des Hutus qui se sont fait tuer parce qu'ils refusaient de tuer leur voisin. Ben oui, c'est sûr. Imagine le buzz. Écoute, j'ai vu aussi le camp Kigali, tu sais, Roméo Dallaire. Ouais. Bon, ben, il y a 12 soldats belges qui ont été assassinés. Ça a duré tout un après-midi, toute une soirée de temps. Ils étaient cachés dans pas un camp, là. Ben oui, c'était un petit camp, d'un petit bloc écoute, fusillés bord en bord, troués comme un fromage. Je suis rentré là-dedans. Puis Dallaire les a vus se faire tirer dessus. Puis il a continué parce que sinon, c'est lui qui se faisait tirer dessus aussi. Puis il en a plus parlé. Jamais. Puis ces gars-là se sont fait tirer un après l'autre parce qu'à un moment donné, les Hutus se sont tannés, sont rentrés par le toit puis ont lancé des bombes, des grenades, peu importe. Paf! Et là, tu vois ça, puis c'est encore là, là. Tu te dis, attends, puis c'est à partir de là que les Belges sont partis en disant, OK, faites votre génocide tout seul, nous autres, on s'en mêle pas. Fait que je te jure, tu sors de ce pays-là. Je te comprends donc. Puis j'ai fini avec l'Éthiopie. Tu sais, l'Éthiopie, on en entendait parler, toi puis moi, en 84-85, à Radio-Canada, la famine. La grande famine, oui. On a cette idée-là en tête. Mais pourquoi il y a eu une famine? C'est parce que l'Éthiopie était très proche de l'URSS, il y avait un gouvernement communiste. Fait que les pays européens et les États-Unis ont dit, ouais, vous êtes si fins que ça, vous autres les communistes, ben, on vous aidera pas, sécher. Écoute, il y a eu, comme tu sais, une trollée de mort là-dedans. Mais tu te promènes en Éthiopie, c'est un des plus beaux pays que j'ai vu, là. Des montagnes, écoute, à couper le souffle. Et moi, je pensais que ça allait être désertique par bout, mais évidemment, à certains endroits, mais pour la plupart, c'est un climat qui est superbe. Et en 2022, écoute bien ça, il y a eu un autre génocide. Selon les estimations officielles, c'est 500 000 morts. Mais selon ceux à qui j'ai parlé, c'est plus vers le 800-900 000. On n'a jamais entendu parler de ça, ou très, très, très peu, parce que, bof, l'Éthiopie... C'est comme banalisé, c'est l'Éthiopie. Hey, Fred, il faut qu'on s'arrête, là, mais... Merci du partage, parce que, tu sais, tu partages ta culture, tu partages ce que tu vis, puis, je vais te le dire, j'irai jamais en Afrique du Sud dans ma vie, moi. Même si tu me dis que c'est bien beau, je te le dis, j'aurais pas ce courage-là. Mais de t'entendre en parler comme ça me permet de savoir ce que j'aurais peut-être jamais su de ma vie parce que je ne me serais pas intéressé, comme la grande moyenne masse du monde. On sait qu'il y a eu des génocides, on sait qu'il y a eu une grande famine, sans trop comprendre un peu le contexte. Fait que je te remercie de nous le mettre sur le nez puis d'en face. Puis je sais que toi, tu as des problèmes avec ça quand tu reviens. Ouais. Mais dis-toi une affaire. Pour tout le malheur que tu as vu, tu nous fais un grand bien de nous l'expliquer à nous autres. Le monde qui vit dans la richesse. Avec nos pick-up, puis nos bateaux, puis nos beaux gros voyages. C'est bien fait de donner un micro à ces histoires-là. Je suis privilégié d'avoir un chum comme toi qui donne une tribune à ça parce qu'effectivement, c'est pas mainstream, mais s'il y en a qui s'intéressent à ça par la bande, ben tant mieux. Puis c'est un peu pour ça que je le fais aussi parce que on le réalise pas souvent, puis on chiale beaucoup à juste titre sur nos politiques publiques, sur autres, mais de réaliser à quel point on est, j'insiste là, ultra chanceux. Ça fait toujours du bien. C'est rough. C'est pour ça que je te disais que des fois je trouve ça rough, mais ça fait du bien en même temps. Puis voilà, de pouvoir
de pouvoir rester connecté sur le fait qu'on a ce privilège-là. Je pense que c'est ça. Tu peux m'appeler n'importe quand, n'importe quelle heure, tu le sais, mon Fred, hein? Oui, mon vieux. Puis juste avant, justement, tu me fais penser à ça, je t'ai préparé un petit quelque chose. Une petite citation? Pour la rentrée. Oui, ben oui. Oui, donc. Oui, donc. Puis je nous l'ai dédié à nous deux, OK? OK. OK, c'est de Mark Twain qui a créé Oliver Twist et tout. C'est un petit génie, ce gars-là. Il disait ceci: Michel, il y a des gens sur qui on peut toujours compter. Ce sont généralement des gens dont on n'a pas besoin. C'est vrai, hein? C'est plate de vin. C'est plate comme ça. Ça arrive. Fred. Aïe, aïe. Merci, puis on se retrouve vendredi, mon vieux. Hey, gros câlin à tout le monde, merci. Puis c'est un plaisir et un honneur d'être de retour avec vous pour une autre belle saison. Salut, mon homme. Bye-bye. Salut. 7h30. Un peu de retard, mais je pense que ça en valait la peine. Dans quelques instants, un doublé scolaire. Les deux directrices des centres de services scolaires de la région de l'Outaouais. Madame Peterson tout d'abord pour Portage, puis ensuite Madame Dufour pour des draveurs. Restez là. Voici Michel Langevin.